parole à Pierre-Michel Pranville. Vous êtes le petit-fils de Julien Pranville, le directeur de l'exploitation pour l'Amérique du Sud, et d'Élisée Negrin, pilote d'essai, chef pilote. Je vous laisse la parole. J'avais une question, pardon. Pouvez-vous établir un parallèle entre les circuits prévus par Pierre de Saint-Roman et le début d'implantation en Amérique du Sud des lignes de l'aérostale? Oui, alors parallèle est le bon mot. Parallèle correspond à, comment dire, deux démarches aéronautiques différentes. Celle de Pierre de Saint-Roman, vous nous l'avez expliqué, alors que celle de l'entreprise Latécoère, de Pierre-Georges Latécoère, et puis après de Marcel Bouguer-Lafont, eh bien c'est une démarche entrepreneuriale. Il s'agit de produire quelque chose, un transport de lettres, un transport de messagerie, et puis d'en faire vivre la société. Je crois que ça, c'est une grande différence. Pour répondre aussi à votre question, et puis la première fois qu'on s'est rencontré avec Christophe, on s'est dit, enfin quand même, où en était l'aéropostale le 5 mai, date funeste du 5 mai. Eh bien, il n'en était pas, elle n'avait pas fait tout son chemin, loin de là, elle était embryonnaire le 5 mai. Pourtant, le 5 mai, il s'était passé beaucoup de choses avant le 5 mai. Avant le 5 mai 1927, en 1924, Pierre-Georges Latécoère envoie le capitaine Roig faire une reconnaissance au Brésil, entre Natal et Buenos Aires, après qu'il ait fait cette même reconnaissance entre Casablanca et Dakar. Roig dit à Pierre-Georges Latécoère, c'est ok, on peut y aller. Pierre-Georges Latécoère envoie une mission à la fac diplomatique avec le prince Murat et technique avec deux pilotes, plus le pilote, le capitaine Lafay qui était à la mission des négociations avec le Brésil, qui était difficile parce que le Brésil était plutôt germanophile à l'époque. Et les négociations ont abouti au début 1927, ça y est, nous y voilà, en 1927, donc date très importante pour l'aéropostale, à plusieurs titres. En février 1927 tombent les accords du gouvernement, donc les vols peuvent continuer. Puis Paul Vachet, photo. Non, on y est pas. Voilà. Merci. Alors, Paul Vachet, très important Paul Vachet. Pour moi, Paul Vachet, c'est le quatrième mousquetaire des trois, Saint-Exupéry, Mermoz et Guillaume. Paul Vachet, il a fait tous ses vols d'exploration avec le capitaine Lafay et le pilote Ham en 1925. Quand l'aéropostale passe demain, le 11 avril 1927, Pierre-Georges Latécoère rend l'aéropostale, rend la compagnie, c'est la CGEA, qui devient CGA, à Marcel Bouguer-Lafont. Qui est Marcel Bouguer-Lafont? Marcel Bouguer-Lafont, c'est un très grand entrepreneur à la tête de la Sudam. Sudam est une entreprise multinationale dans le cône sud de l'Amérique du Sud, qui a des intérêts dans les ports, les trains, le ferroviaire, le bâtiment public et le tertiaire. Donc, c'était la personne idéale pour suivre cette construction de la ligne. Paul Vachet, donc, grand pilote. Vous voyez, Vachet, Lydie. Parce que Lydie, femme intrépide, femme de Paul Vachet, l'accompagnait sur tous ses vols. Il y a énormément d'anecdotes sur le sujet qui sont tout à fait désopilantes, qui montrent bien qu'on est dans une période pionnière. Donc, Paul Vachet, après l'achat par Marcel Bouguer-Lafont lui dit, mais il faut continuer. Vous continuez, et vous continuez avec les moyens de la Sudam, avec les équipes de la Sudam. Et là, en 1927, à partir du mois de mai, juin, juillet, jusqu'à la fin de l'année, il y a une accélération extraordinaire dans les travaux et dans la construction de ce réseau. Réseau aventureux. Vous avez une photo des trois pilotes en haut à gauche. Vous avez Paul Vachet qui, en faisant sa reconnaissance nord vers Recife, culbute son avion sur la plage. Et puis, enfin, l'atterrissage de deux Brigade 14, vers le sud, qui ont atterri à Porto Santo sur la plage. Un petit peu comme les anciens sur le désert. Là, deux avions de conserve, un tombe en panne,
l'autre va le secourir. Les plages sont extrêmement importantes. Avant les terrains d'aviation, ce sont les plages qui servaient à ces reconnaissances. Sur 400 km, il arrivait que si on rencontre des orages tropicaux, 3 grains, on atterrit 3 fois, on attend que le grain passe et on repart. Donc, pour terminer, fin 1927 est extraordinaire l'accélération des travaux. Une équipe de renfort arrive en juillet avec 2 pilotes, une autre équipe et 2 avions. Une autre équipe arrive en octobre avec mon grand-père, Julien Pranville. Julien Pranville était l'adjoint de Didier Dora à Toulouse, et Didier Dora l'a nommé chef d'exploitation du réseau Amérique du Sud. Il arrive avec son adjoint, Émile Barrière, avec plusieurs pilotes et avec 2 avions tout neufs. Cette accélération se poursuit et on peut dire que voilà, il arrive avec des avions neufs. Souvenez-vous, le Braille 14, on en a déjà parlé. Là, vous avez des avions qui sont extraordinaires. C'est l'AT-25 et l'AT-26. L'AT-25, 5 passagers. L'AT-26, c'est l'avion postal idéal, une grande soute qui permet de charger 2 courriers et des messageries. Vous avez Marcel Bouguy-Lafont, ici, en portrait. Ensuite, il viendra le AT-28, mais on dépasse très largement, puisqu'il arrivera en 1929, on dépasse très largement notre propos. L'équipe se renforce donc. À côté du grand Saint-Exupéry, vous avez mon grand-père, Julien Pranville. Vous reconnaissez Mermoz, qui va arriver au mois de novembre 1927. Je vous rappelle le premier échange entre Pranville et Mermoz à l'arrivée. Pranville lui rappelle qu'il est nommé chef pilote, et Mermoz lui répond « Non, je veux pas être dans un bureau, vous ne me collez pas dans un bureau, je veux continuer à voler. » Et l'histoire montre qu'il a vraiment continué à voler, et à lancer ses rêves en particulier en traversant les Andes 2 ans plus tard. En décembre 1927, on peut vraiment parler d'une véritable entreprise qui dépasse le mythe. L'équipe Pranville et Barrière était à la tête d'environ 80 personnes, une dizaine de pilotes, 40 mécaniciens, l'importance des mécaniciens, une dizaine de technicien radio, parce que la radio, ça allait être le grand programme du transport de courrier à ce moment-là, et puis d'autres personnes. Là, vous avez l'aboutissement. Alors, elle ne date pas de 1927, ces photos, elles datent de 1929-1930, mais c'est pour vous montrer en quoi consistait une escale type de l'aéropostale. Un hangar pour les avions, bien entendu, c'est primordial, vu le climat, le bâtiment pour le personnel, le bâtiment pour les radios, avec les 2 pylônes radio, et puis les avions, avec la piste d'atterrissage. Vous aviez 12 escales principales entre Natal et Buenos Aires en 1929. Je voudrais terminer en passant le relais sur Pierre de Saint-Ronan. J'ai voulu calquer l'itinéraire prévu, l'itinéraire extraordinaire, ambitieux prévu par Pierre de Saint-Ronan sur les lignes de l'aéropostale. J'ai compté 50 escales prévues, 50 points de contact, et j'ai remarqué avec vous que, en fait, ce que prévoyait Pierre de Saint-Ronan est très cohérent avec le reste, puisqu'il s'agissait de faire de la promotion de l'aviation. Donc on passe d'abord par les capitales, et puis ensuite par la côte, c'est évident. Hein. Je rappelle qu'il y a une grande cohérence aussi avec l'aéropostale, dans le sens où Marcel Bouguy-Lafont pensait remonter la côte est de l'Amérique du Sud jusqu'à Cayenne, puis de Cayenne aller jusqu'en Martinique. Ce qui, par rapport au bateau, même avec ce grand détour, faisait gagner une semaine sur la traversée. Voilà, et à la droite de cet écran, vous avez la liste manuscrite avec les kilométrages écrites par Pierre de Saint-Ronan, c'est ça, Christophe 20 000, 40 km quand même. Hein, j'ai fait l'addition, et puis 45 étapes. Voilà, merci de votre attention. Je voulais juste apporter une précision, un complément d'information. On peut peut-être revenir sur la carte. En arrière, juste en arrière. Voilà. Ce parallèle est intéressant parce que ce qu'on a pu établir, c'est que la Maison d'Amérique latine, à partir d'août 26,
entreprend de négocier avec l'ensemble des territoires des autorisations de survol. Et au moment où Pierre de Saint-Roman, où l'équipage de Pierre de Saint-Roman part le 5 mai 27, les autorisations étaient négociées, les points de ravitaillement étaient identifiés, les pistes, alors à l'époque, encore une fois, c'était des plages, c'était des prairies, étaient identifiées, et tous les dîners de gala étaient organisés, puisque encore une fois, c'était un comité de propagande. Et je trouve que c'est très intéressant de mettre en parallèle, merci Pierre Michel, les débuts d'implantation, la chronologie d'implantation des lignes postales. On voit bien qu'il y a eu un facteur d'accélération à partir du moment du rachat des lignes postales par Marcel Bouloux-Lafont. Certes, ça ne répond pas à la même économie de moyens, bien entendu, mais ce parallèle-là est extrêmement intéressant, et c'est ce qu'on souhaitait vous mettre en évidence. Voilà. Il y avait quelque chose qui m'a étonné dans cette carte, sachant que Pierre de Saint-Roman partait avec un hydravion à l'origine, j'ai remarqué que énormément des points de contact ou des escales prévues étaient, il y avait une rivière où il y avait un lac. Alors c'est une question que je vous pose, est-ce que c'était prévu ou pas? Et puis deuxième point, je voudrais répondre à la question de monsieur le député. Effectivement, j'ai posé cette question aux historiens qui nous entourent, à Mémoire d'Aéropostale ou à l'Ordre des Cahiers. Est-ce qu'il y a eu un contact entre Pierre de Saint-Roman ou ses équipes avec la TECOER? Nous n'avons pas trouvé. Je renvoie la question aux historiens qui sont dans la salle. Alors, ça s'explique, m'ont-ils dit, d'abord parce qu'il y avait cette passation de pouvoir avec, entre Pierre-Georges Latécoère et Marcel Bouloux-Lafont. Ensuite, il y avait, comment dire, une certaine émulation, vous l'avez dit, un peu de concurrence. Donc, peut-être que les rapports n'étaient pas aussi proches qu'on pouvait le penser, alors que cette communauté aéronautique était toute petite, quand même. Ils étaient tous à la même époque et étaient effectivement tous lancés sur ce type d'expérimentation. J'ai dit tout à l'heure, le nombre de vols, c'est ce qu'on n'a pas tout à l'heure, le nombre de vols prévus à cette époque-là sur une période très très courte. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, on vous applaudit d'ailleurs.